Bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 juillet. À la une de l'actualité, l'Algérie, un partenaire stratégique pour les États-Unis selon le WINEP. Le think tank américain met Alger au centre des enjeux régionaux dans un contexte international marqué par l'instabilité et les mutations géopolitiques. Les détails dans quelques instants. Ouverture d'une procédure arbitrale unilatérale par l'Union européenne. L'Algérie exprime sa surprise alors que les deux parties étaient en phase de consultation. Alger réclame la convocation rapide d'une session du Conseil d'association. Nous ferons le point ce soir sur le projet de la ligne électrique de 400 kV reliant Ras El-Mel et Timimoun en passant par El Menira. Le projet accompagne la dynamique économique et industrielle que connaît les régions du Grand Sud et la hausse des besoins énergétiques de la région. Faillite économique en France, c'est en tout cas ce qui semble se dégager des bilans financiers du pays qui croule sous les dettes. Son Premier ministre avoue que l'heure est grave et annonce des mesures restrictives. Et nous irons à Béjaïa, dans les camps de vacances où une cinquantaine d'enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger ont pris résidence. Un programme riche leur a été préparé pour leur faire connaître leur pays d'origine. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, l'Algérie, un partenaire stratégique pour les États-Unis. C'est ce qu'affirme le Washington Institute for Near East Policy. Le WINEP est l'un des think tanks les plus influents en matière de politique étrangère américaine et a publié une série de notes sur les perspectives de coopération entre les deux pays. Alger est au centre des enjeux stratégiques régionaux dans un contexte international marqué par l'instabilité et les mutations géopolitiques. Melika Bellel. Selon le rapport du Washington Institute for Near East Policy, l'Algérie représente un partenaire de premier plan pour les États-Unis. Ses ressources naturelles abondantes, notamment en gaz et en minéraux, constituent un levier économique majeur. Mais ce sont surtout son engagement constant pour la médiation diplomatique, sa stabilité institutionnelle et le rôle constructif qu'elle joue sur la scène régionale qui retiennent l'attention. Le think tank américain salue également l'énergie et le potentiel de sa jeunesse perçue comme un moteur pour la transformation du pays. Face à l'insécurité persistante au Sahel, Washington est appelé à s'appuyer davantage sur l'expertise de l'Algérie en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le rapport insiste, renforcer les liens de confiance, c'est construire un partenariat solide dans le domaine antiterroriste, notamment à travers le partage de renseignements et la coopération stratégique. Mais la coopération ne se limite pas à la sécurité. 3 axes majeurs sont identifiés comme prioritaires: l'économie, la lutte contre l'extrémisme violent et les échanges culturels. Le document encourage également des partenariats concrets dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des mines et de l'agro-industrie. Ces derniers figurent parmi les priorités du gouvernement algérien dans sa stratégie de diversification économique hors hydrocarbures. Autre signal fort relevé par l'Institut, la volonté affirmée de l'Algérie de promouvoir l'enseignement de l'anglais, une ouverture linguistique qui pourrait offrir un terrain fertile à une coopération éducative et culturelle plus poussée entre les deux pays. Ce regard positif porté par les USA sur l'Algérie traduit une reconnaissance du rôle grandissant de l'Algérie sur la scène régionale et internationale, un pays qui, dans un monde traversé par les crises, continue de faire entendre une voix singulière en faveur du dialogue, de la paix et de la coopération. Je vous disais tout à l'heure, la Direction générale du commerce de la Commission européenne a notifié aux autorités algériennes compétentes l'ouverture d'une procédure d'arbitrage sur ce qui est présenté comme étant des restrictions au commerce et à l'investissement contraires à l'accord d'association liant l'Algérie et l'Union européenne. Et en réponse, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a adressé aujourd'hui une lettre officielle à ce sujet à la haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité
Mounet et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas. Dans sa lettre, le ministre d'État a tenu à exprimer la surprise de la partie algérienne face à la décision européenne hâtive et unilatérale de clore à la phase des consultations et de déclencher une procédure arbitrale alors même que seules 2 réunions de consultation ont été tenues sur une courte période de 2 mois et que 6 des 8 contentieux soulevés par la partie européenne étaient en voie de règlement. Ahmed Attaf a souligné que rien dans l'évolution des consultations constructives et sereines ne justifiait une interruption aussi abrupte du dialogue, d'autant que la partie algérienne avait présenté des propositions concrètes sur les 2 autres points de divergence, sans que celle-ci n'ait reçu une réponse formelle de la part de son homologue européenne. En outre, Ahmed Attaf a mis en évidence le caractère unilatéral de la démarche européenne, qu'il juge contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de l'accord d'association, notamment ses articles 92 et 100. Il a en particulier regretté que la partie européenne semble avoir agi comme si le Conseil d'association, organe décisionnel central de l'accord, n'existait plus. Le ministre d'État a rappelé que c'est au Conseil d'association et à lui seul qu'il appartient d'apprécier les résultats des consultations et d'en tirer les conséquences. Or, ce Conseil n'a pas été convoqué depuis 5 ans, malgré les demandes insistantes de la partie algérienne, privant ainsi les 2 partenaires d'un accord institutionnel important, dont la raison d'être est de garantir une évolution équilibrée de la relation bilatérale, d'une part, et d'assumer un rôle central dans le règlement des différends, d'autre part. Face à cette situation et en sa qualité de président du Conseil d'association pour l'année en cours, le ministre d'État a demandé la convocation dans les délais les plus rapprochés possibles d'une session du Conseil d'association afin de permettre un examen global et équilibré de l'ensemble des préoccupations des 2 parties dans le respect du cadre juridique établi par l'accord d'association. Fin du communiqué. Et on fait le point sur le projet de raccordement en électricité de la double ligne électrique Hassermel-Timimoun. La ligne 400 kV passe par El Mniara et revêt une grande importance économique pour la région. Elle accompagne la dynamique économique et industrielle que connaissent les régions du Grand Sud et la hausse des besoins énergétiques de la région. La fin des travaux et la mise en service est prévue de début 2028, nous dit Souhil Bendania, commentaire de Rina Lerari. Avec une capacité de production de 160 MW, la centrale électrique de Hassi El Gara Al Mni'a joue un rôle clé dans l'approvisionnement en électricité de la région. À cela viendra bientôt s'ajouter une nouvelle ligne à très haute tension de 400 kV reliant le nord au sud du pays. Traversant la wilaya d'El Mni'a, ce projet stratégique contribuera à renforcer la capacité du réseau électrique national. La société Sonalgaz a lancé la réalisation de projets stratégiques d'envergure, à l'exemple de la ligne électrique double de 400 kW, s'étendant sur près de 700 km et qui est soutenue par pas moins de 1689 pylônes. Malgré la chaleur accablante, les travaux avancent à un rythme soutenu. Les pylônes hauts de 72 mètres sont installés à une bonne cadence, avec un bilan de progression établi tous les 3 à 4 jours. Pour accompagner l'extension du réseau électrique, une nouvelle station de transformation est en cours de réalisation dans la wilaya d'El Mni'a. Une fois achevée, elle permettra un raccordement effectif au réseau national. Nous sommes en cours d'aménagement du poste de transformation 220-60 kV. En parallèle, notre projet a été lancé avec la réalisation d'un poste de 220-30 kV au niveau de la commune de Hassi El Fhel. Ces réalisations viennent répondre aux besoins croissants en électricité des nouveaux pôles agricoles et accompagner l'essor des zones d'expansion urbaine. Cette ligne à haute tension sera d'un grand apport pour le secteur agricole local, lui ouvrant la voie pour occuper une place de choix dans la production nationale. La société Sonalgaz a mobilisé une enveloppe de 50 milliards de centimes ayant permis la réalisation et le renforcement d'un réseau électrique de 43 km. Ce budget a également permis l'installation de transformateurs et de régulateurs de tension. Au total, 19 opérations ont été menées dans le cadre de ce programme.
Des projets structurants qui visent à assurer une couverture en énergie électrique complète des wilayas du Sud, tout en soutenant leur essor économique et en jetant les bases d'un développement durable. Une délégation algérienne composée de jeunes hommes d'affaires et de porteurs de projets est en Corée du Sud pour un séjour autour de l'économie de la connaissance, un segment très développé dans ce pays et qui pourrait influencer et inspirer les startups algériennes. Le but est de profiter de l'expérience coréenne en la matière, nous explique notre envoyé spécial Manal Adjal et Yanis Aït Belkacem. Séoul, l'un des hubs technologiques les plus avancés au monde. Une délégation de jeunes entrepreneurs algériens s'y rend pour découvrir de près l'écosystème sud-coréen d'innovation. Objectif, s'inspirer d'un modèle qui a transformé un pays en puissance économique, explorer les opportunités d'investissement et de financement de projets émergents, renforcer leurs compétences pour faire grandir leurs start-up. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cette délégation algérienne. Mon objectif est de comprendre comment fonctionne l'écosystème coréen, identifier ce que nous pouvons en tirer pour renforcer nos propres startups et développer des solutions adaptées à notre réalité. Nous voulons acquérir de l'expérience. La Corée du Sud a une grande expertise dans le domaine des jeux électroniques. Nous aspirons à bénéficier d'opportunités, de partenariats et d'investissements. J'ai été sélectionné dans le cadre du programme Algérie 2.0, une initiative qui nous offre une opportunité précieuse de découvrir l'écosystème de l'innovation de Corée du Sud et de rencontrer des expertises technologiques de premier plan, notamment dans le domaine de l'éducation numérique. Au programme, des rencontres avec des géants de la high-tech, visites de salons spécialisés, formations pratiques, une immersion complète dans l'univers de l'innovation Made in South Korea. La délégation algérienne est composée de jeunes motivés, porteurs d'idées innovantes et ambitieuses dans plusieurs domaines, notamment la santé, le numérique, l'e-commerce, l'intelligence artificielle. Et nous espérons aboutir à des résultats concrets et voir émerger des startups solides à partir de cette plateforme. L'Algérien Startup Expédition, un programme qui reflète la volonté des pouvoirs publics de bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs capables d'innover et de conquérir les marchés internationaux. Une initiative porteuse d'espoir pour l'écosystème entrepreneurial algérien. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique s'est entretenu avec son homologue, le ministre sud-africain des Sciences, la Technologie et l'Innovation. La rencontre a été l'occasion d'échanger les expériences dans le but de développer les voies de l'innovation et des technologies nouvelles. Il a été question également de constituer un groupe de travail entre chercheurs des deux pays pour mettre en place un programme de travail à partir de décembre 2025. Coopération toujours, une conférence sur la modernisation et le renforcement des capacités de la police scientifique et technique algérienne en matière de criminalistique a été organisée ce jeudi à l'école supérieure de police à Ali Tounsi. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de coopération entre la DGSN et l'Agence coréenne de coopération internationale. Elle fait suite à la signature mercredi d'un mémorandum d'entente en plus de la modernisation des laboratoires de police scientifique et le renforcement des compétences des personnels dans ce domaine. Et cette triste nouvelle, décès du journaliste et écrivain Jamal Eddine Baldassi à l'âge de 78 ans. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et exprime sa profonde compassion à ses proches ainsi qu'à sa seconde famille dans le champ médiatique et culturel où il a laissé une précieuse empreinte professionnelle qui lui a valu l'estime et la reconnaissance de ses pairs. Condoléances également du ministre de la Communication, Mohamed Bezien, qui a appris avec une immense tristesse et une profonde affliction le décès du journaliste et romancier Jamal Eddine Baldassi. Cette mise en garde de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel contre la chaîne Al-Haddaf, l'ANIRA a adressé un avertissement officiel à la chaîne qui a enfreint l'éthique du métier, le cahier des charges, en portant atteinte à la réputation du groupe Sonelgaz. L'autorité qui a reçu une plainte officielle de la Sonelgaz appelle Al-Haddaf à présenter ses excuses, ou plutôt des excuses officielles et publiques au groupe, le propriétaire du club de l'entente de Sétif. Le groupe dénonce des propos réducteur tenu lors de l'émission Bel Makchouf sur l'expertise de la Sonelgaz, sa capacité de gestion et ses compétences. L'ANIRA avertit par ailleurs que des dépassements similaires touchant des institutions majeures nuisent à la réputation du pays au niveau international.
Et à l'étranger, la situation humanitaire dramatique à Gaza, dénoncée hier par l'Algérie lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Taoufir Laïd Khoudri, membre de la mission permanente algérienne à l'ONU, a pointé du doigt le silence de la communauté internationale face aux graves et multiples violations de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien. Il appelle à user de tous les outils rendus possibles par la Charte des Nations Unies pour stopper ces crimes. Je vous invite à l'écouter. أجساد تموت من العطش قبل أن تموت بالقذائف والرصاص وأطفال يولدون بلا طفولة. Des corps meurent de soif avant de mourir sous les obus et les balles. Des enfants viennent au monde sans vivre leur enfance et meurent sans même une sépulture digne. Face à cela, le monde reste silencieux. Un silence qui s'apparente de plus en plus à un crime et une absence de conscience. Jusqu'à quand continuerons-nous à qualifier ces drames avec des termes aseptisés? Jusqu'à quand répondrons-nous aux bourreaux par des déclarations d'inquiétude? Et jusqu'à quand décrirons-nous les victimes comme des dommages collatéraux? Ce silence, observé sous couvert de diplomatie, restera dans l'histoire, non pas comme une preuve de neutralité, mais comme une forme de trahison. Il ne suffit plus de condamner ou d'exprimer sa solidarité. Il ne sert plus de parler. L'heure est à l'action, à l'utilisation effective des mécanismes prévus par la Charte des Nations Unies pour faire cesser des crimes que plus personne ne peut ignorer. Et au 650e jour de la guerre d'extermination menée par l'occupant sioniste à Gaza, au moins 18 Palestiniens ont été tués dans des bombardements au centre de l'enclave. Près de 2 millions de Palestiniens sont en proie aux taux les plus élevés de famine et de soif selon l'UNRWA. Les aides humanitaires sont empêchées d'accéder par l'occupant israélien depuis des mois. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Malika Blel. Alors que le système de santé à Gaza est au bord de la rupture, les attaques et raids de l'entité sioniste s'intensifient, mettant à rude épreuve la résilience des quelques hôpitaux encore sommairement fonctionnels. Ces derniers ont accueilli durant les dernières 24 heures des dizaines de martyrs et de blessés, victimes de la barbarie sioniste qui n'épargne ni hommes, ni femmes, ni enfants. Cette agression continue contre le peuple palestinien confirme une fois de plus la détermination de l'occupation sioniste à commettre un génocide sous toutes ses formes. Normalement, l'endroit bombardé est censé être sécurisé. Il n'y a eu aucune résistance dans cette région, et cela depuis le début de l'agression sioniste. Les Palestiniens ne trouvent aucun répit, ils ne sont plus à l'abri nulle part. Maisons, centres de refuge et tentes sont systématiquement ciblés. Hommes, femmes et enfants meurent en martyrs quotidiennement faute de matériel médical, de médicaments et de vivres. Les équipes médicales ne sont plus en mesure de répondre aux besoins les plus élémentaires de la population palestinienne. Selon l'UNRWA, près de 60% des fournitures médicales essentielles sont aujourd'hui en rupture de stock en raison du blocus sioniste. Les traitements contre l'hypertension, les infections, les maladies parasitaires, les affections oculaires ou cutanées ainsi que les antibiotiques pour adultes sont devenus inaccessibles. Malgré cela, les équipes de secours et les personnels médicaux poursuivent leur travail et leur mission, s'engageant dans une véritable course contre la montre pour sauver des vies tout en intervenant dans plusieurs zones touchées de la bande de Gaza. Comme tout le monde le sait, environ 80% des capacités de secours et d'urgence ont été détruites. Nous travaillons actuellement avec des moyens très limités. Nous utilisons des véhicules délabrés. Cependant, nous continuons à les faire fonctionner dans cette situation complexe et difficile, en assurant leur maintenance autant que possible pour que les opérations de secours et de sauvetage ne s'arrêtent pas. Toujours décidés à continuer leur massacre, les avions de la mort de l'entité sioniste survolent les différentes régions de l'enclave palestinienne, s'apprêtant à commettre de nouveaux raids meurtriers. Faillite économique en France, c'est en tout cas ce qui semble se dégager des bilans financiers. Le Premier ministre français lui-même avoue que l'heure est grave en annonçant des mesures restrictives pour faire des économies en 2026. Le pays croule sous les dettes. Yassine Hassini, Yasmine Masrouti. La France est à un moment critique de son histoire.
de l'aveu même de son Premier ministre François Bayrou, qui tente de redresser les finances d'un pays soumis, selon ses propres dires, au danger mortel de l'écrasement par la dette. Le pays croule en effet sous le poids d'une dette publique de plus de 3 300 milliards d'euros, représentant près de 114% du PIB, soit la troisième plus importante de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie. Selon les projections de la Commission européenne publiées en mai, la France devrait enregistrer le pire déficit public de la zone euro en 2025 et 2026, établi à 5,8% en 2024. D'ailleurs, la Cour des comptes française et la Banque de France n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sur ces deux indicateurs majeurs, à savoir la dette et le déficit, qualifiés respectivement par le locataire de Matignon de mur et de piège mortel. Les deux pourraient entraîner vers des taux d'intérêt de plus en plus élevés, pouvant mener vers l'asphyxie de l'économie française. Selon les économistes, la France se retrouve enlisée dans une croissance économique faible, des finances publiques hors de contrôle et une notation qui a tendance à se dégrader. Face à cette situation, François Bayrou annonce une cure budgétaire draconienne de 43,8 milliards d'euros pour 2026, ce qui signifie moins d'argent pour les collectivités locales, une baisse des aides aux entreprises, un ralentissement dans le financement de certains services publics et l'abandon de plusieurs projets d'investissement. Et malgré le plan Bayrou, la France peine à convaincre. Les investisseurs demeurent frileux et redoutent, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, le blocage politique. Ils exigent donc un rendement plus élevé pour détenir de la dette française, une prime légitime selon les experts, car il y a un risque que le pays devienne ingouvernable. Retour dans le pays avec l'organisation du premier tournoi international de basketball à 3, un format récent d'Algérie qui séduit de plus en plus par son dynamisme. Cette variante passionnante offre plus de spectacles au grand bonheur du public. Sid Ahmed Bouraï. C'est une discipline en plein essor et qui gagne en popularité. Le basket à 3 inscrit au programme des Jeux Olympiques associe sport et spectacle. 2-7, 2-6, c'est bon, c'est noté. Et pour faire connaître encore plus cette discipline, le premier tournoi international à 3 a été organisé et a enregistré la participation de 12 équipes masculines et 8 féminines. Le basket 3-3, c'est un nouveau truc en Algérie. Ça se passe bien, même l'équipe nationale de l'Algérie elle a plusieurs titres. Au 3-3, pourtant sur une courte période. Ça aide aussi les gens, parce que les gens peuvent voir le sport en général. C'est pas comme le 5-5 dans une salle, etc. Même les jeunes peuvent s'intéresser. Ça les oriente vers le sport en général. Il y a une grande différence entre le basket 5-5 et le basket 3-3. Le basket 3-3 se joue en demi-terrain, avec le shot clock de 12 secondes. Par contre, en 5-5, il y a de 24 secondes. Il y a 4 joueurs seulement. 4 joueurs, 3 sur le terrain et un seul changement. C'est un sport urbain qui se joue aux espaces et tout. C'est pour ça, tu peux dire que c'est un peu spectaculaire que le 5-5. Tu vois, il y a plusieurs gens qui viennent pour voir les matchs et tout. Entre 5-5 et 3-3, c'est totalement différent parce qu'il y a plus d'intensité. C'est plus rapide, il y a plus de contact, c'est beaucoup plus technique, mais aussi physique. Mais par rapport au 5-5, on a plus l'occasion de s'exprimer. Donc c'est vraiment différent du 5-5. Je trouve que c'est beaucoup mieux. En plus de l'Algérie, le tournoi a connu la participation de 3 autres pays. La Tunisie, le Mali et le Zimbabwe. Premièrement, il y avait une bonne organisation. On remercie la fédération algérienne de nous inviter à ce tournoi. On a vraiment aimé. L'accueil était très bien. Et du début jusqu'à la fin, on est content vraiment. On a reçu l'invitation de la Fédération algérienne de basketball. On est content, on est ravis. Et voilà, on est avec l'équipe U23. On a trouvé un très bon niveau. On a trouvé 2 équipes algériennes d'un très bon niveau, avec les équipes qui jouent les locaux. Et voilà, on est content et on va essayer d'apprendre.
Sur le plan organisationnel, le tournoi a connu un franc succès. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé nos démarches. On a d'abord invité nos frères tunisiens ici. Et d'ailleurs, les 2 autres pays, le Mali et le Zimbabwe, c'est des étudiants qui sont ici installés sur Alger. Donc la préparation du terrain et tout, c'était 2 jours avant l'événement. Donc je tiens à remercier tout le staff qui nous a aidés et faire réussir cet événement. La première édition ne sera sûrement pas la dernière car les organisateurs comptent faire de ce tournoi international un événement annuel. Et on termine notre journal par une virée à Béjaïa. Une 50aine d'enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger ont pris résidence dans les camps de vacances et toute la région. Un programme riche leur a été préparé, une façon de leur faire connaître leur pays d'origine dans un cadre agréable. Azouz Ouali, Anissa Ibn-Qasim. Cet été, des milliers d'enfants établis à l'étranger retrouvent leur terre d'origine dans le cadre de l'initiative du président de la République visant à renforcer les liens avec la communauté algérienne vivant sous d'autres cieux. L'Algérie, c'est un pays très magnifique. Il y a des très belles choses à visiter. Les vacances là, c'était la première et je m'attends encore à plus. C'est une ville que j'ai pas vue et je vais apprendre plein de choses. Et les colonies, faut pas les rater. Un grand merci à la mosquée de Paris, à notre président Tebboune, au ministère algérien. Ça fait depuis 4 ans qu'ils organisent les colonies et franchement c'est tout le temps une réussite. Alhamdoulilah, on a été accueillis comme des princes. Un accueil chaleureux a été réservé à ces jeunes venus découvrir ou redécouvrir les richesses de leur pays d'origine et surtout renforcer leur attachement à leur identité. Depuis 4 ans, l'État algérien œuvre à travers l'organisation de camps de vacances à consolider les liens entre la mère patrie et la diaspora. C'était bien, l'eau elle est chaude, la plage elle est propre. Merci président Tebboune, il nous a fait ce voyage pour s'amuser tout ça avec la colonie. Et surtout on est très reconnaissants d'être accueillis de cette manière-là. C'est avec fierté et émotion que nous avons accueilli un grand nombre de nos concitoyens issus de la communauté algérienne établie à l'étranger. Cette initiative a reflété l'engagement constant de l'État algérien à renforcer les liens entre la diaspora et la patrie, en particulier auprès des jeunes générations, afin de raviver en eux le sentiment d'appartenance et la fierté de leur identité nationale. Un riche programme culturel et éducatif a été concocté au profit de ces enfants pour leur permettre de passer des vacances inoubliables. Voilà ce qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.